Bonsoir Quentin Muller. Bonsoir. Vous êtes journaliste, co-auteur de cette enquête très fouillée, très documentée, intitulée Tarjeman, une trahison française. C'est chez Bayard. Vous racontez l'abandon par la France des interprètes afghans qui ont pourtant aidé l'armée française pendant plus de 10 ans sur le sol afghan pour combattre Al-Qaïda. Avant de revenir sur le sort de ces interprètes, Quentin Muller, est-ce que vous pouvez nous parler de ce métier? En quoi ces interprètes sont indispensables à l'armée? Il faut bien comprendre que quand l'armée française arrive en 2001, elle arrive dans un pays qui est totalement hostile, avec une géographie qui est totalement hostile. Il y a des montagnes, et l'armée française ne connaît pas du tout ce pays, n'a aucun relais, n'a aucun point de repère. Et ces interprètes sont leur relais. Ces interprètes sont la fenêtre en fait sur l'Afghanistan pour ces soldats français. Qui sont-ils? Comment est-ce qu'ils sont sélectionnés? Comment est-ce qu'ils vont travailler avec Alors, ce sont des jeunes qui sont souvent au lycée Istiklal ou Malala, donc c'est deux lycées français à Kaboul, ou alors ils sont à l'université. Ils sont issus de la classe moyenne populaire à peu près. Donc, ce sont des jeunes qui sont déjà ouverts sur le monde extérieur. Et donc, les Français vont les chercher soit dans ces lycées français, soit à l'université. Et après, ça se fait de bouche à oreille. C'est un cousin qui a commencé à travailler pour l'armée française. Bah, tu veux pas venir avec moi? C'est bon. Donc, viens signer. L'armée française recrute. Comment est-ce qu'ils vivent avec l'armée? Est-ce qu'ils sont là de façon ponctuelle ou est-ce qu'ils font partie intégrante de la famille armée française? Tout dépend de leur mission. Si leur mission à ces interprètes, c'était de former l'armée et la police nationale afghane, donc ça se passait sur des bases. Donc il fallait venir régulièrement sur ces bases très tôt le matin et commencer la formation. Après le travail, il fallait rentrer. Donc du coup, là, on les voit, ils assistent aux réunions, sont là, intégrés. Ils sont là, ils sont très présents auprès des soldats des troupes françaises sur toutes leurs missions, que ce soit des missions pour débusquer les talibans ou les terroristes d'Al-Qaïda ou pour former l'armée nationale afghane. Ils sont constamment aux côtés des troupes françaises, ils sont constamment là pour orienter, guider, traduire et parfois interpréter. Parfois, c'était compliqué pour un soldat français de parler, de discuter avec un chef de village. Donc la question qui était formulée par exemple un soldat français à un chef de village afghan, il fallait parfois la reformuler. Donc, il fallait un peu discuter. Donc, même dans les négociations, finalement, vous dites qu'ils ont un rôle à jouer. Ils ont un rôle à jouer, effectivement. Malgré tout, vous parlez de trahison, puisqu'à la fin de cette guerre, en 2012, l'armée va rentrer en France, mais derrière elle laisse la plupart de ces centaines d'interprètes afghans. Ils sont 800 à avoir travaillé pour la France. Seulement 220 ont été accueillis par le pays. Vous parlez de sélection extrêmement opaque. Comment ça se passe? Dès 2012, il y a une petite volonté qui émerge d'un fonctionnaire et d'un haut général, mais à petite échelle. Il y a une volonté d'en rapatrier effectivement. Ils en parlent, c'est ce qu'on relève dans le livre, on parle à peu près d'un chiffre de 400 interprètes, mais... qui ne sont pas rapatriés, qui demandent l'asile. Oui, qui demandent l'asile. Là, on est plus sur un chiffre potentiel. Comment est-ce qu'ils sont sélectionnés? Alors, ça se passe? Le ministère de l'Intérieur de Manuel Valls, tout de suite, fixe un quota. Ça sera 35 sur 800 et pas plus. Donc là, on est sur un quota qui est ridicule, qui est minimum et qui est vraiment dérisoire. Pourquoi? Au regard des menaces qui vont peser sur ces interprètes afghans. Parce qu'on les considère justement comme des migrants en puissance et sont des chiffres qui se rajoutent à des budgets et on va ponctionner un peu de budget de l'intérieur et des affaires étrangères. Donc, on les considère pas comme des gens qui ont collaboré pour nos troupes. Et qui ont besoin de protection. Et qui ont besoin de protection. En même temps, vous citez un de ces hauts fonctionnaires français qui dit « Tous n'aiment pas la France, tous n'ont pas montré la même loyauté, le même sérieux ». Est-ce que les autorités ont aussi raison d'être vigilantes sur les personnes qu'elles rapatrient? C'est là qu'on voit que les critères qui sont fixés de base sont des critères très subjectifs. C'est la loyauté, c'est l'intégration à la France potentielle, c'est le fait d'avoir été serviable avec les troupes, c'est les retours terrain que les militaires ont fait aussi de chaque interprète. Donc on voit que ce sont des critères qui sont subjectifs et qui ne prennent pas en compte la menace en fait la menace qui vit sur place. C'est vrai parce que la vie de ces traducteurs afghans, elle est menacée sur place. Je vous propose qu'on écoute justement le témoignage d'un interprète afghan. Il s'appelle Adil Abdul Razi et il a failli mourir plusieurs fois. À chaque menace, on changeait de domicile. Ça veut dire qu'on ne sortait pas de la maison. Souvent, la menace, c'était toujours la décapitation. C'était toujours Et en fait, nous étions considérés comme espions, infidèles et traîtres.
Votre enquête raconte que vous constatez ces menaces, qu'elles sont vraiment réelles, sur les familles également. Jusqu'où vont-elles? Il y a eu des tentatives d'assassinat. C'est parfois parfois un caillou qui brise une vitre en pleine nuit. On ne sait pas d'où vient cette agression-là. C'est parfois des appels anonymes, des coups de fil anonymes. On va vous exécuter, on va tuer ta famille, on sait où tu habites, etc. C'est aussi des menaces verbales dans la rue de la part de villageois, d'inconnus qui passent et qui disent voilà, on sait que tu as travaillé pour les forces étrangères, donc fais attention à toi. C'est une peur constante. C'est une menace qui vient pas forcément que des talibans, mais aussi de membres lointains, éloignés de la famille qui est jaloux, d'un membre voilà, ou alors de civils qui sont contre en fait, le fait que ces gens-là aient collaboré avec ces forces d'occupation qui sont vécues au fur et à mesure comme des forces d'occupation. Certains pensent que cet abandon est comparable à ce que la France a fait avec les harkis. D'ailleurs, c'est le président de la République lui-même qui fait cette comparaison. Il l'a faite pendant sa campagne en 2017. Je vous propose qu'on l'écoute. Dire que les harkis ont été les victimes de la trahison de l'État français, que nous les avons abandonnés alors qu'ils s'étaient battus dans nos rangs, nous avons commis une faute comparable avec nos interprètes afghans. C'était une trahison. C'était une trahison. Alors depuis, Emmanuel Macron, qu'a-t-il fait pour remédier à cette situation? Depuis, un troisième processus de rapatriement a été mis en place. Donc il a été mis en place entre novembre et décembre 2018, donc sur les 2 mois. Seulement 51 sur 180 demandes ont été rapatriées, seulement 51. Donc on est toujours sur un chiffre qui est dérisoire et on est, encore une fois, on a l'impression que l'État français loupe son devoir moral vis-à-vis de ces gens-là. Pourquoi autant de refus? Est-ce que c'est la crainte des infiltrations? Alors la crainte des infiltrations a été évoquée par Le Drian au Sénat lors d'une intervention, lors d'une question qui lui a été posée. Mais effectivement, cette crainte d'infiltration moi je trouve une crainte d'infiltration fourre-tout. Comment dire Elle sert d'excuse pour dire non à toutes les demandes d'asile. Elle sert d'excuse pour jeter un doute. Sur ces gens-là et pour en rapatrier le moins possible, encore une fois. Alors qu'en Allemagne, par exemple, là c'est l'exemple inverse, on a rapatrié plus de 760 interprètes sur 800 demandes d'interprètes. Donc pour le coup, là, l'intégration se passe très bien. À contingent équivalent, l'Allemagne en a rapatrié 760. Et nous, on est sur toujours 225 en 6 ans, parce que l'Allemagne l'a fait directement. Est-ce qu'il y a des cas d'intégration qui se passent très bien en France? Comment ça se passe? Oui, très bien. Moi, je veux citer le cas d'Abdoul Warès, qui aujourd'hui et qui a été rapatrié à Lanmeur. Donc c'est une petite ville du Finistère Nord et qui s'est très très bien intégré. Il a repris ses études, il a fait un stage carrément dans une maison d'édition et il parle très bien français et tout le village s'est pris vraiment d'affection pour ce jeune homme. Donc les cas d'intégration sont très bons parce que ce sont des jeunes qui sont éduqués, qui ont souvent des diplômes, qui parlent français ou anglais. Et il y a encore des demandes de visa qui sont en cours. Le Conseil d'État a récemment tranché en faveur de l'accueil de cet interprète. Ça pourrait faire jurisprudence pour les prochains cas, pour les prochaines demandes. Mais le ministère de l'Armée a peur que cela fasse jurisprudence pour plusieurs cas. Là, en ce moment, il y a d'autres cas qui ont été posés devant le Conseil d'État. Donc, il y a cette crainte du ministère de la Défense en ce moment. Donc, il peut y avoir d'autres cas de jurisprudence. Aujourd'hui, on parle des interprètes afghans, mais cette question finalement du sort de ceux qui aident l'armée française sur des zones de conflit va se reposer. Je pense par exemple au Mali. Oui, pour le Mali, la Centrafrique et même d'autres opérations militaires extérieures. Aujourd'hui, le ministère de la Défense déclare avoir 3640 auxiliaires qui sont embauchés sur des zones de combat en ce moment. Donc, ce cas-là se posera pour d'autres auxiliaires d'armées, de pays différents. L'ONU et le Parlement européen envisagent un statut international d'interprète en zone de conflit. Est-ce que ça, c'est une solution? C'est une solution plutôt symbolique. Mais dans les faits, est-ce qu'il y aura une loi pour les protéger? Je ne pense pas. Eh bien, merci Quentin Müller. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le co-auteur de cette enquête très fouillée, Tarjeman, une trahison française. C'est chez Bayard et Tarjeman, eh bien, ça veut dire interprète en dialecte afghan. Tout de suite, c'est dans l'air. N'hésitez pas à poser toutes vos questions par Internet ou par SMS au 41 555. Ne bougez pas.